Bonjour et bienvenue dans Dire et Instruire, le podcast qui explore les savoirs et la pédagogie en toute simplicité. Je suis maman bi-en-tête, enseignante en lettres modernes et maman pratiquant l'instruction en famille. Dans chaque épisode, je vous propose réflexions et conseils pour apprendre et enseigner autrement, dans le calme et la confiance. Aujourd'hui, je voudrais commencer par une question simple, presque trop simple pour être honnête. Apprend-on seulement à l'école ? Je vous propose de ne pas se presser parce que si l'on répond trop vite, on tombe dans l'un des deux pièges habituels. Alors le premier, c'est oui, évidemment, on apprend à l'école, point. Comme si le reste de la vie n'était qu'un décor. Et deuxième piège, non, l'école ne sert à rien. Comme si l'institution n'avait jamais sauvé personne. Je vais le dire calmement, mais franchement, ces deux réponses sont paresseuses. Et ce podcast, si je le réussis, devra être l'inverse de la paresse, je l'espère. Je vais commencer par une scène. Alors imaginez un enfant qui arrive à l'école, petit, très petit, 2 ans et demi, 3 ans. Il ne sait pas encore écrire son prénom, il ne sait pas encore lire, mais il a déjà appris énormément. Il a appris une langue, des gestes, des règles implicites, il a appris à reconnaître une humeur sur un visage, il a appris à négocier, à demander, à se tromper, à recommencer. Vous avez des enfants qui sont par exemple dans le milieu rural, qui sont avec des chevaux ou avec des animaux, ils ont appris à leur nourrir, ils ont appris à se positionner face à eux. Quand ils ont faim, ils ont appris aussi à le dire. Cet enfant aussi, il a eu peur aussi. Donc, première question, qui lui a appris tout cela ? Parce que ce n'était pas un tableau et une trousse, c'était finalement la vie. Je suis enseignante et je reste profondément attachée à l'idée d'école. Je ne parle pas ici contraint, je parle pour comprendre. Et je suis aussi une maman qui a connu l'instruction à la maison. Et qui connaît encore l'instruction à la maison, car c'est le cas actuellement. Alors j'ai 2 points de vue, mais je ne veux pas faire de ma personne le centre. Là c'est une petite digression, mais c'est quand même important pour contextualiser ce podcast. Le centre, c'est la question. Où se fabrique l'être humain ? Alors, apprendre et scolariser. Et pour répondre, il faut déjà distinguer 2 verbes qu'on confond tout le temps. Apprendre et scolariser. Apprendre, c'est grandir en intelligence. C'est acquérir des gestes, des concepts, des habitudes. C'est devenir capable. Scolariser, c'est organiser l'apprentissage dans un cadre collectif avec des règles, des programmes, des rythmes, des évaluations, des diplômes et une promesse, celle d'avoir un bagage finalement qui est commun. Alors oui, l'école scolarise, mais non, l'école n'a pas inventé l'apprentissage. C'est ça qui est important de rappeler. On le sait, mais c'est bien de se le rappeler, surtout quand on tente l'IEF, donc l'instruction en famille, ou quand on débute les premiers apprentissages avec son enfant, pour pouvoir se donner confiance et se dire aussi qu'en tant que parent, on est capable de dispenser des compétences et des choses à son enfant. Et pour s'en convaincre, je vous prends la main et je vous emmène en arrière. Alors un petit détour historique. Avant l'école, telle qu'on la connaît, l'école de masse, l'école pour tous, ça me fait penser à chaque fois à Brigelli quand je parle d'école de masse. Certaines familles n'ont pas attendu l'État pour instruire leurs enfants. Elles le faisaient à domicile. Alors vous vous rappelez que les précepteurs, les gouvernantes, les cours privés, j'aime bien prendre cet exemple-là. Parce que soyons clairs, c'est aussi un marqueur social. Une inégalité énorme à l'époque. Tout le monde n'y avait pas accès. Et ça rappelle une chose, que l'idée même d'apprendre hors de l'école est ancienne. Ce n'est pas une mode, ce n'est pas un caprice récent, c'est une réalité historique. Et même dans les familles plus modestes, il y a toujours eu de l'apprentissage hors manuel. Apprendre un métier, apprendre une tâche, apprendre à tenir une maison. Ça d'ailleurs, on devrait avoir des cours pour ça. Apprendre à parler comme il faut, ou à parler comme on peut, mais parler quand même. Donc, quand on pose la question « apprend-on seulement à l'école ?», on devrait entendre ceci: l'école n'est pas l'origine de l'apprentissage. Elle est une forme parmi d'autres, une forme très particulière. Ça va résonner, je pense, chez les personnes qui sont en école à la maison, je pense.
Et cette forme particulière, elle a une caractéristique qu'on oublie souvent. Elle ne façonne pas seulement des savoirs, elle façonne le temps. Alors les vacances scolaires, par exemple, on raconte souvent une histoire bien rangée. Si les enfants avaient de grandes vacances, à l'époque, c'était pour aider aux champs, aux moissons et aux vendanges. Et il y a du vrai, Bon, il n'y a pas que ça. Et c'est là que c'est intéressant. Dans l'histoire, les élèves du secondaire, ceux du collège et du lycée, ils ont longtemps été très minoritaires et très privilégiés. Et les longues coupures d'été, pour eux, ont aussi épousé des logiques d'élite. Donc les loisirs, la sociabilité, certaines pratiques comme la chasse. Et pendant ce temps, pour le primaire, les dates étaient longtemps variables selon les territoires. On cherchait surtout à faire tenir l'école dans le réel, avec la chaleur, les routes, les familles et oui, les saisons de travail. Donc ce que cela montre, ce n'est pas seulement une anecdote sur le passé, mais cela montre quelque chose de plus profond. Le calendrier scolaire, c'est une manière d'organiser la société. Et je parle bien d'organisation. C'est important de se centrer sur ce terme, organisation. Organiser la société. C'est une horloge collective, une horloge nationale. Et là, je vous pose une question toute simple. Quand une institution décide du temps, qu'est-ce qu'elle décide au fond ? Elle décide de ce qui compte, de ce qui doit être prioritaire, de ce qui doit s'arrêter, de ce qui doit reprendre. L'école dès 3 ans. Quelles attentes ? La France, école dès 3 ans. Oui, parce que dans grand nombre de pays, d'ailleurs les pays que je connais, l'école ne débute pas à 3 ans. Alors revenons au présent. Aujourd'hui, on met des enfants à l'école très tôt. Je ne vais pas caricaturer, il y a des enfants pour qui la collectivité est un bonheur, un bien, il y a des enfants pour qui c'est une épreuve, il y a des familles qui n'ont pas le choix. Mais soyons lucides, commencer l'école à 2 ans, 3 ans, cela pose forcément une question. Qu'attend-on exactement de l'école à cet âge-là ? Qu'elle garde ? Qu'elle instruise ? Qu'elle socialise ? Qu'elle compense ? Qu'elle émancipe ? Et surtout, est-ce qu'on lui donne réellement les moyens de cette ambition ? Je vous la pose la question parce qu'elle est au cœur des malentendus actuels. On demande à l'école d'être à la fois un lieu de savoir, un lieu de soins, un lieu de réparation, un lieu de morale, un lieu de paix sociale. Et parfois, on oublie le plus simple. Apprendre demande du temps, de l'attention, du silence intérieur. Les expérimentations pédagogiques. Alors je dis maintenant quelque chose que beaucoup n'aiment pas entendre. L'école est aussi un lieu d'expérimentation. Oui, on expérimente des dispositifs, des méthodes, des réformes, des pédagogies, des évaluations. Et parfois c'est nécessaire, parfois c'est fécond. Et parfois, surtout quand cela devient une consigne appliquée sans finesse, c'est la catastrophe. Parce qu'une idée qui marche en petit groupe ou avec un adulte très solide ne marche pas automatiquement avec 30 élèves, avec des histoires lourdes, avec une fatigue générale. Et là, moi, je veux poser une question honnête. Qu'est-ce qu'une bonne pédagogie ? Oui, parce qu'on en voit des choses défiler sur les réseaux. On en entend aussi des choses entre collègues, entre pairs, PAIRS. Mais qu'est-ce qu'une bonne pédagogie ? Est-ce qu'une pédagogie séduisante en théorie ? Ou une pédagogie qui tient dans la réalité d'un groupe ? Qu'est-ce qu'une bonne pédagogie ? Et on peut se la poser aussi lorsque l'on est en classe, lorsque l'on prépare nos séquences annuelles, lorsque l'on prépare aussi notre séance la veille et qu'on arrive avec tout ce qu'on a solidement construit, et que ça ne fonctionne pas, ou que c'est une merveille. Bon, qu'est-ce que j'ai fait de bien ? Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Un groupe, c'est un organisme vivant. Et parfois, un bon principe devient un mauvais résultat, si le contexte le contredit, bien sûr. J'ai parlé maintenant de l'identité du bon élève. Maintenant, je reviens à notre question initiale. Apprend-on seulement à l'école ? Alors, je pense que l'un des problèmes aujourd'hui, c'est qu'on réduit l'apprentissage à une identité. L'identité du bon élève. J'étais cette bonne élève, oui, très studieuse. Le bon élève, dans l'imaginaire, c'est celui qui comprend vite, qui répond bien, qui est docile, qui ne dérange pas trop, qui a des notes, qui avance, qui lève la main, qui lève très souvent la main et qui participe. Sinon, sur le bulletin, même si l'on excelle, enfant trop discret, qui n'ose pas, donc on a du négatif, alors qu'on doit être dans la bienveillance. Et après, on promet le bonheur. Si tu es un bon élève, tu auras une bonne vie, tu auras un bon travail, tu t'achèteras une belle voiture,
Mais oui, c'est un récit puissant. Puis parfois, c'est un récit mensonger. Parce que la vie ne demande pas seulement des notes, elle demande du jugement, elle demande du courage, de la parole, de la tenue, de la capacité à recommencer. Alors je vous pose la question, je pose beaucoup de questions, hein. Je suis vraiment... j'essaye de dispenser un petit peu des choses de manière... avec la maïeutique de Socrate. Alors bien entendu, j'en suis très très loin, hein. Mais je trouve que se poser des questions, finalement, on le fait toute la journée, parfois la nuit aussi. Et ça fait du bien de se les poser avec d'autres personnes. Alors si votre enfant obtient des résultats parfaits, super, mais il perd le goût d'apprendre, est-ce que c'est une victoire ? Et si votre enfant a un parcours plus étrange, moins scolaire, mais qui garde la curiosité, la rigueur, l'élan, est-ce que c'est une défaite ? Les clés du monde commun. À ce stade, on pourrait conclure facilement. Vous voyez, on n'apprend pas qu'à l'école. Oui, mais si on s'arrête là, on produit une autre paresse. Parce que la vraie question est celle-ci. Si l'on n'apprend pas seulement à l'école, que faut-il mettre en place pour ne pas être exclu du monde ? Et là, je vais être très claire. On peut choisir l'école à la maison, on peut choisir une école alternative, on peut choisir une classe différente, on peut choisir une voie singulière, mais on ne peut pas choisir de priver un enfant des clés du monde. Alors, quelles sont ces clés ? La langue, une langue riche, une langue précise, une langue qui permet de penser. Les savoirs fondamentaux, lire, écrire, compter, raisonner. Le code social, entre guillemets code bien sûr, hein, parce que savoir, expliquer, argumenter, demander, contredire sans humilier. Contredire sans humilier. Écouter sans s'écraser. Écouter sans s'écraser. Une forme de culture, hein, pas pour briller, mais pour se repérer. Voilà, la culture, c'est comme la confiture, moins on en a et plus on a envie d'étaler. C'est ici que j'affirme quelque chose de très important. La créativité sans rigueur, c'est une agitation. La rigueur sans créativité, c'est une prison. Donc ce que l'on cherche, c'est la liberté disciplinée finalement, la solidité intérieure. Il y a 3 gestes simples selon moi. Alors concrètement, si vous êtes parent, si vous êtes enseignant, si vous êtes l'un des deux ou si vous êtes les deux, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Je propose 3 gestes simples, presque anciens et c'est volontaire. La lecture à voix haute, pas seulement pour l'enfant mais pour la maison, pour l'atmosphère, la lecture offerte. Lire, c'est installer un monde commun. Il ne s'agit pas de lecture punition, mais de lecture comme nourriture. La conversation exigeante, pas le bavardage, mais un échange où l'on apprend à dire « je pense que » parce que, tu sais, si tu recherches, je pense que, oui, on apprend à justifier et à nuancer. C'est dans la conversation que se fabrique la pensée. L'écriture courte et régulière aussi. Par exemple, une phrase par jour, une image, une observation, une question. Écrire sur l'ordinateur, écrire une lettre. L'écriture, ce n'est pas un décor, c'est vraiment une charpente. Les pédagogies alternatives qui posent liberté et cadre. Maintenant, je veux parler des pédagogies dites alternatives, mais sans les idolâtrer. Ce qui est intéressant dans cette approche, comme Montessori, c'est l'idée d'un environnement structuré, d'une autonomie encadrée. L'enfant va choisir, mais dans un cadre. Ce qui est aussi intéressant chez Freinet, c'est l'idée que l'enfant apprend en cherchant, en faisant des hypothèses, en ajustant, mais avec un adulte qui transforme le foisonnement en savoir organisé. Vous voyez la logique commune ? Ce n'est pas le flou, c'est la liberté, mais avec une ossature. Et là, je vous pose une question éducative très actuelle. Pourquoi confond-on si souvent liberté et absence de cadre ? Un enfant sans cadre n'est pas libre, il est livré. Je voudrais vous parler d'un exemple vivant. Il s'agit d'un auteur, d'un slammer, d'un rappeur, d'un cinéaste maintenant, et d'un grand monsieur que j'aime beaucoup, qui m'a beaucoup inspiré, et je pense qu'il mérite d'être connu. Il est connu, mais connu de vous, si vous ne savez pas qui c'est. Il s'agit d'Abdel Malik. À ce point, je voudrais vous raconter brièvement une histoire contemporaine parce qu'elle résume tout. Abdel Malik, en fait, c'est, comme je l'ai dit, un artiste, écrivain, c'est un homme de parole. Et il raconte qu'il a été dyslexique. Il raconte aussi qu'à un moment, une bibliothèque est restée. D'ailleurs, il dit dans ses premiers raps, il était rappeur, il disait « Ma bibliothèque, mes livres sont mes seuls bling-bling ». Ça m'avait tellement marqué quand j'étais très jeune et que j'écoutais ses paroles et ses lyrics
tellement sensé et en synergie avec la littérature et la vie et l'amour avec un grand A, et qui s'est accroché en fait. Il s'est accroché, Abdelmalik, et il a lu, il a travaillé sa lecture comme on travaille un muscle. Et dans ce récit, il y a quelque chose de très fort. Au milieu d'une vie qui pouvait basculer, il a trouvé des compagnons dans les livres, des auteurs, des penseurs et des voix. Il parle d'ailleurs de Camus. Je ne vous dis pas lisez pour sauver votre enfant, ça serait indécent. Je vous dis autre chose. La littérature, elle peut être un lieu de redressement intérieur. Et l'école, parfois, a cette capacité de mettre un livre entre des mains qui n'auraient jamais croisé ce livre. Mais l'inverse est vrai aussi. Une famille, un parent, une rencontre, une musique peut faire exister la littérature là où l'institution échoue. Et je sais qu'à travers, par exemple, les textes d'Abdelmalik, il fait référence, par exemple, aux lettres de Lucilius, de Sénèque, de Boileau. Enfin, il cite énormément d'auteurs et d'ouvrages, avec Sa Majesté les Mouches, par exemple, George Orwell. Il va les citer sans prétention, sans condescendance, mais vraiment pour enrichir son texte et présenter en fait une sorte d'argumentation poétique à ce qu'il veut transmettre comme message dans chaque musique. Et c'est vraiment magnifique. L'art de transmettre. Cela me ramène à un point décisif, la transmission. On a tendance aujourd'hui à penser que transmettre, c'est faire court. Je crois que c'est faux. Transmettre, c'est d'abord faire aimer, et on ne fait aimer que ce qu'on aime un peu soi-même. Pas forcément d'un amour spectaculaire, mais d'un amour fidèle. Quelqu'un qui aime jardiner devient, sans s'en rendre compte, un professeur formidable de jardinage. Parce qu'il a la patience, le souci du détail, le plaisir de montrer la vérité du geste. Quelqu'un qui vit avec des chevaux, qui apprend à un enfant à observer, à respecter, à comprendre, à guider, transmet une science du vivant, une éthique, une rigueur. Et là, je vous pose une question, peut-être la plus intime de l'épisode. Qu'est-ce que vous aimez suffisamment pour avoir envie de le transmettre ? Parce que c'est peut-être là que l'apprentissage commence vraiment, au point où l'adulte cesse d'exécuter un programme et commence à transmettre une relation au monde. Je termine avec 3 questions. Prenez-le comme un petit examen de conscience éducatif, pas pour culpabiliser bien sûr, mais pour éclairer. Première question, quel est le dernier apprentissage important que vous avez fait hors de l'école ? Pas un truc, un apprentissage qui vous a changé. Deuxième question, à la maison ou en classe, qu'est-ce qui est le plus fragile aujourd'hui ? L'attention, la langue ou le courage d'effort ? Et pourquoi ? Troisième question, si vous deviez choisir 3 clés à donner à un enfant pour qu'il ne soit pas exclu du monde, ce seraient lesquelles ? Alors, apprend-on seulement à l'école ? Non, mais l'école reste un lieu majeur où se construisent des outils communs. Est-ce que nous avons à inventer ensemble, c'est une éducation qui ne soit ni l'adoration naïve de l'institution, ni sa destruction stérile, une éducation qui tienne dans la tête, dans le cœur et dans la vie. Merci d'avoir écouté Dire et Instruire. J'espère que cet épisode vous aura apporté de nouvelles pistes de réflexion pour enrichir votre enseignement. Je vous dis à très vite pour le prochain épisode. Dire et Instruire.